Alors aujourd'hui, on s'offre une petite jasette avec Gilles Beauchamp. Allô Gilles, Bonjour Sophie. ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Très bien, merci. Alors Gilles, tu es organisateur communautaire maintenant à la retraite. Et pour ceux qui te lisent, et ben là, les autres vont l'apprendre aujourd'hui, tu lis toutes sortes de trucs, tu es toujours super nourri, puis tu as plusieurs réflexions en cours qui d'ailleurs, des fois, se retrouvent sur nos blogs ou sur ton propre blog, Gilles en vrac, là, que tu as depuis plus de 18 ans. Donc, j'invite les gens à aller faire un petit tour. Donc, aujourd'hui, là, je pense que ce que tu as dans ton radar, c'est cette idée qu'il y a des dépenses publiques qui sont faites aujourd'hui qui sont assez colossales, puis il ne faudrait pas que ça hypothèque, pour faire un petit jeu de mots financier, notre capacité d'agir collective future. Oui, oui, tout à fait. C'est une question qui est de plus en plus d'actualité dans le sens où l'ampleur des dépenses et des actions gouvernementales depuis le début de la pandémie est telle que les gens commencent à se dire, ben oui, mais là, qui sait comment on va payer ça, tout ça? J'aimerais qu'on regarde rapidement, puisqu'on a quelques minutes. Effectivement, la dépense pendant la pandémie, elle a été énorme pour finalement soutenir les entreprises et les personnes qui étaient obligées d'arrêter leur activité. Ça va être aussi, cette même pandémie-là va obliger, à cause de cet arrêt de toute la société, obliger à soutenir la relance parce que ça ne sera pas facile. Il y a Ouais. des entreprises qui vont avoir perdu leur clientèle. Il y a les mesures sanitaires obligent aussi à une réduction, même quand on reprend, à une réduction de l'intensité de l'activité, de la vitesse de fonctionnement. Donc, ça va coûter cher la relance aussi. Euh, Mais c'est par ailleurs justifié. On redécouvre aussi le rôle d'un État fort, d'un État qui intervient pour oui, le bénéfice de sa population. on s'aperçoit que le state bashing qui a pu avoir Ouais. lieu depuis 40 ans et qui faisait faire en sorte qui faisait que à chaque année, il fallait réduire le budget plutôt que l'augmenter, il fallait réduire la place de l'État. On en paye le prix aujourd'hui, donc c'est une bonne chose. Mais non seulement ces investissements, on peut dire, ou ces dépenses, parce que c'est pas des investissements justement, c'est des dépenses de soutien à la vie, sont importantes puis vont devoir se poursuivre même après la pandémie. Il ne faut pas oublier que après la pandémie, on a appris des choses. Entre autres, on veut relocaliser certaines productions, avoir une économie plus de proximité, notamment au niveau de l'agriculture. Il faut aussi non seulement le relocaliser, mais en plus de relocaliser, décarboner nos modes de production. Ouais. C'était un constat de plus en plus urgent. Là. Faut arrêter d'y penser, il faut passer à l'action. Puis ça va coûter de l'argent, ça aussi. Ça va coûter de l'argent pour transformer, pour soutenir la formation vers d'autres secteurs, puis pour faire collectiviser certains secteurs, notamment le transport. Hein, ça va coûter des sous. Ouais, si on Puis veut de faire, soutenir une transition, ça va prendre des moyens, là. Ça se fera pas exact. tout seul. Ça va coûter d'autant plus cher si on le fait tout en soutenant des comportements contraires à la transition, notamment Ouais. créer des ponts, favoriser l'étalement urbain, etc. Mais ça, il va falloir aussi le faire à l'échelle internationale, notamment en, en- en développant des modes de traçabilité des contenus de ce qu'on achète, Mhm. en particulier de ce qu'on importe, mais aussi de ce qu'on fait ici, là, de façon à ce qu'on puisse savoir quand on mange une boule de crème glacée qu'on mange aussi parfois une partie de l'Amazonie. Ouais. La traçabilité, mais aussi qui nous permettent une taxation en fonction justement de ces contenus en carbone ou en effet sur l'environnement. Qu'on réalise le coût, tu sais, plus global de Exactement. nos actes de consommation, là. Le coût ne doit plus être juste de l'argent à court terme, mais vraiment une prise en compte de toute, c'est ça, d'une vie à plus long terme possible. Là. On ne va pas consommer cette planète-là puis l'acheter après. Là. Il faut la transmettre à nos enfants. Mais toutes ces responsabilités publiques, ces investissements, on se pose la question, qui va payer pour ça? Ouais. Comment on va payer pour tout ça?
Puis là, on doit se rappeler qu'en plus de l'endettement des gouvernements, il existe aussi une forme qui est la taxation, puis en particulier la taxation des hauts revenus, qui est aujourd'hui à son plus bas depuis plusieurs décennies. En tout cas, au sortir de la guerre en 1949, un haut revenu de 500 000 était imposé aux États-Unis, ça ne devait pas être loin de ça ici, à 90 %. Hein? Faut se rappeler ça aujourd'hui quand les taux d'imposition sur les hauts revenus sont autour de 20-25 % comme ils étaient en 1925. Donc, là, il y a une source de revenus possible. Mais tu sais, au fond, ce que j'entends, c'est que le fardeau de cette dette-là, celle de la pandémie, et des mesures qui auront été prises, celle d'une transition, faut essayer d'être plus créatif sur qui portera le fardeau de la dette. C'est comme si, en ce moment, si c'est tous les contribuables et pas ceux qui ont nécessairement généré le problème dans lequel on se retrouve aujourd'hui, il y aurait une forme d'injustice puis peut-être d'impasse là, dans notre capacité à agir. Effectivement. Puis si on n'est pas créatif, comme tu dis, on est soit, comment je dirais, hyper taxé au niveau de la classe moyenne, ou bien on est finalement bloqué parce que un endettement serait conçu comme trop élevé, mais en fonction de quel principe? C'est qui établit ces principes-là? Il y a des principes en Europe là, qui sont remis en question parce qu'ils sont absolument arbitraires. Là, le 3 % d'endettement, de déficit, puis le 60 % d'endettement, c'est devenu un petit peu ridicule là, quand tu regardes la situation actuelle. Donc, quand on parle de créativité, on parle d'une possible intervention des banques centrales sans contrepartie. Pour certains, ça veut dire l'effacement des dettes de certains pays. Pour d'autres, ça veut dire ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire une intervention plus directe, sans passer par les prêts puis des emprunts des gouvernements ou des entreprises, une intervention auprès des entreprises, auprès des États ou des ménages qui pourrait être sous forme, effectivement, d'argent sans contrepartie, de l'argent gratuit en quelque sorte. Mais ça mérite en tout cas d'être de réflexion. Puis il y a des arguments qui sont développés notamment par l'Institut Veblen, dont je mettrai l'adresse sur mon site web quand je vais rapporter un peu notre échange de ce matin sur mon blog G.en.vrac, vous irez voir, avec le lien donc vers l'Institut Veblen, mais aussi vers deux conférences de Gaël Giraud, qui est un économiste qui a en tout cas, si vous voulez, une leçon d'économie, de macroéconomie en 1 heure, c'est assez extraordinaire. Et puis, un autre aussi qui s'appelle Streeck, Wolfgang Streeck, qui a écrit Du temps acheté, la crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, et qui explique très bien, de façon très pédagogique, comment on est passé de l'état d'après-guerre ou l'état des 30 glorieuses à un état endetté, puis finalement à un état consolidé, de plus en plus entre les mains des gens riches, des gens qui ont les moyens de prêter au gouvernement et qui finalement ne sont pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde. Ben, merci Gilles de nous partager ces lectures et ces réflexions-là. C'est toujours super plaisant. Tu sais, la question de la dette, des fois on en parle pour les mauvaises raisons, mais c'est intéressant de se l'approprier puis de s'éveiller là, tu sais, à ces concepts-là pour ne pas s'hériter encore des années et des années d'austérité parce qu'on a peur d'une dette qui serait portée par la population de la manière dont c'est pensé aujourd'hui. Fait que je te remercie. Faut pas que ça soit un alibi pour l'austérité, mais plutôt une réflexion sur la capacité d'action collective des sociétés. Oui, mais c'est vraiment bien dit, merci. Puis là, il y a un petit oiseau qui m'a dit que c'était ton anniversaire bientôt. Alors, je te souhaite un joyeux anniversaire, mon cher. Merci beaucoup, Sophie. Puis à bientôt. À bientôt. Puis il y aura une petite jasette, peut-être avec Gilles Beauchamp éventuellement, mais aussi avec d'autres blogueurs. Fait que je vous invite à nous suivre sur la page Facebook de Nous Blog. Alors, merci et bonne journée. Bye.